Le Parc des Princes, à quelques heures du coup d'envoi de PSG Saint-Étienne. Soir de match ou soir de guerre pour les supporters. La manœuvre policière est désormais bien huilée pour empêcher les débordements, et pourtant, la tension monte. Cette rencontre est classée à haut risque entre Parisiens et Stéphanois. Leur réputation violente et extrême est connue. Filtrage, aiguillage, barrage. Ce dispositif sert à canaliser les 1000 supporters visiteurs et ainsi éviter qu'ils ne croisent des Parisiens. En général, les supporters en déplacement sont souvent les plus motivés par la rivalité générée par le football. En moyenne, ils ont entre 17 et 25 ans. Depuis 1993, la loi Alliot-Marie définit les comportements dangereux et violents dans le cadre d'une rencontre sportive. Les supporters sont classés en 3 catégories. La A, ce sont les supporters classiques, familiaux. La B, les supporters potentiellement à risque, comme ici les Ultras de Saint-Étienne. Et enfin la catégorie C, les bandes de supporters qui génèrent systématiquement la violence et les heurts. À l'entrée du stade, les groupes rivaux se toisent et les provocations s'enchaînent, comme c'est l'usage dans le monde des ultras. Moment sensible pour l'escorte policière prise entre les deux flots d'invectives. Les visiteurs sont ensuite guidés vers une tribune réservée afin qu'ils ne soient pas mélangés aux supporters parisiens. Ils sont protégés des projectiles divers qui viennent de la tribune voisine par un gigantesque filet. Par tradition et par économie, il faut savoir que les virages d'un stade sont très prisés des supporters ultras. Ce sont là qu'ils se placent. C'est la direction de l'ordre public et de la circulation, la DOPC, qui gère la sécurité du Parc des Princes. À l'intérieur du stade, elle utilise un système de vidéosurveillance très perfectionné. Toutes les images sont gérées dans cette bulle de commandement. Appel général de TNE Parc. TI 620, TI 620 de TNE Parc. Les comportements dangereux y sont traqués. Violences, actes ou démonstrations racistes peuvent alors être immédiatement localisés. La loi de 1993 interdit aussi les fumigènes, car ils sont parfois utilisés comme des projectiles très dangereux. Alors commence la traque entre les policiers aux commandes de la vidéosurveillance qui essaient de les repérer et de les identifier, et les supporters ultras qui, se sachant filmés, se cachent derrière des masques pour échapper aux caméras. Parfois, ils se changent en pleine tribune. Mais les opérateurs disposent de zoom avec des puissances de grossissement impressionnantes. Dans l'enceinte du stade, ce sont plus de 100 caméras qui sont réparties afin de tout scruter. Les exhibitions de signes racistes, comme les saluts nazis, sont également des comportements bannis par la loi. Mais difficile parfois de faire la différence entre mouvements de bras festifs et bras tendus. Les policiers vérifient à la jumelle pour guider les caméras. Devant la fréquence des comportements hors la loi, dans et autour du stade parisien, un commissariat a été directement aménagé dans ses sous-sols en 2005. C'est la cellule opérationnelle du Parc des Princes, la COP. Sa mission, utiliser la vidéosurveillance pour mettre un nom sur les fauteurs de troubles et les interpeller. Ce jeune homme vient d'être arrêté pour un salut nazi. Les photos prises l'ont confondu et il a avoué devant un officier de la cellule commandée par le commissaire Stéphane Cassara. Cet individu est placé en garde à vue pour
l'exhibition d'un signe nazi à l'occasion du match qui s'est déroulé contre Tel Aviv. Voilà, tout simplement. Ça fait un petit moment qu'on le recherchait, on avait les photos. L'interpellation, par exemple. Et aujourd'hui, on a eu la chance de mettre la main dessus. Après, il sera entendu par un officier de police judiciaire et puis on appellera le parquet. Pardon. Au revoir. L'objectif pour nous, c'est d'aboutir clairement à des interdictions de stade. Je ne vais pas vous le cacher. S'il a une interdiction à caractère judiciaire, c'est une interdiction qui peut aller jusqu'à 5 ans. Voilà. Il peut être interdit de stade pendant 5 ans. Je vous donne des exemples. J'ai étudié des dossiers justement de salut nazi ce matin. On a 18 mois, voilà. 18 mois pour un salut nazi. Depuis le début de la saison, la COP a effectué au total 94 interpellations. Le but est l'interdiction judiciaire de stade. Elle est prononcée par un magistrat et vise à punir un acte répréhensible par la loi. Mais il existe également les interdictions de stade administratives, prononcées par le préfet de police. Elles visent à interdire de stade préventivement les supporters à risque identifiés. Cette mesure policière de précaution dure 3 mois. « 35 000 spectateurs, plus de 1000 visiteurs sont des chiffres moyens à gérer à chaque match pour les services de police. Après quelques dernières provocations entre supporters ultra adverses, les Stéphanois vont regagner leur bus sous bonne escorte. Ce soir, le service d'ordre a bien fonctionné. Pas de violence ni de hooliganisme. Seulement quelques fumigènes. Une journée de championnat banal, sans histoire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Thierry est un ancien hooligan. Durant les années 90, il a écumé les stades français et européens. Ce Marseillais au sang chaud a d'abord été repéré par des partis d'extrême droite. Ce fut sa période noire, comme il le raconte. Plus tard, il s'est séparé de son premier groupe pour devenir un indépendant au stade Vélodrome. Après de multiples exactions, de nombreux soirs de violence, de joie, puis de larmes, Thierry s'est repenti, tourmenté par le remords. Il a réalisé que la violence pure était un véritable enfer. Pour exorciser son passé, il a écrit « Confession d'un hooligan ». Et puis j'ai ressorti les chaussures de guerre. Ces hooligans, on les repère à des chaussures comme ça. Pour moi, le devise de hooligan, c'est une existence. C'est la violence. On formait un groupe où on pouvait faire énormément de choses. Il y avait la solidarité, il y avait de la communication, il y avait du respect entre nous. Et puis bon, on avait tous le même envie, c'est se faire respecter, quoi. Ça veut dire que vous êtes à Marseille, si vous êtes facho, déjà, on va vous casser. Et moi, petit à petit, mes ennemis sont devenus inutilement les anti-marseillais, et surtout les skins et surtout les flics. C'était ma proie. Je lâchais rien, quoi. Il fallait rien lâcher, quoi. Non, on ne tape pas les pères de famille. On ne tape pas les handicapés, on ne tape pas les femmes. Hooligan, c'est tu tapes les mecs qui te donnent rendez-vous à telle heure, mains nues, et qui sont prêts à assimiler et assumer leurs faits et gestes, de A à Z. C'est ça les vrais hooligans. Moi, j'ai attendu pendant 10-12 heures sous la pluie pour en découdre pendant une demi-heure avec des gens, quoi. Ils s'en souviennent encore, ces gens-là. Il faut qu'ils soient traumatisés à vie. Moi, ce que j'avais dans ma tête, quoi. C'était faire mal normalement, mais c'est faire très mal aussi. Parce que j'étais tombé vraiment bas, quoi. Le mot hooligan vient du nom que portait une famille irlandaise réputée pour sa violence. Par analogie, les médias l'ont utilisé afin de poser une étiquette sur ces comportements de supporters déviants. Mais pour pouvoir lutter contre le hooliganisme, il faut le connaître. Quel est ce phénomène? D'où vient-il? Que signifie-t-il? Et qui sont ces hooligans qui se cachent, mais qui s'affichent fièrement sur le web? Ces hools, comme ils se nomment, ces acteurs de la violence qui règnent maintenant autour du football planétaire depuis plus de 40 ans, comme ici, dans un stade de Pologne. Au laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales de l'Université de Rennes, Dominique Baudin se penche sur les rapports entre le sport, particulièrement le football, et la violence. Il travaille avec le ministère de l'Intérieur et les instances européennes. Depuis une quinzaine d'années,
il étudie le phénomène du supporterisme violent en France et à l'étranger. Traditionnellement, on estime que le hooliganisme est né en Angleterre dans les années 50. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violence dans les stades auparavant. Alors, qu'est-ce qui se passe? En Angleterre émergent des cultures juvéniles très importantes. Alors, on les connaît, c'est la culture rouge, c'est-à-dire la culture ouvrière dure, avec un fond de violence. C'est les Teddy Boys, c'est l'équivalent des Teddy Boys de nos blousons noirs en France. C'est les Mods, des rockers bien habillés, etc., qui s'opposent aux deux premiers. Puis après, il y aura les punks, les skinheads, etc. Alors, déjà en Angleterre, les gens se regroupent par quartier, par entité. Il y aura en superposition les cultures jeunes. Tout ça va se regrouper dans les stades, mais va se regrouper d'une manière culturelle. Et en même temps, ils vont donc s'opposer. Ils s'opposent dans la rue, ils vont s'opposer dans le stade. Et là, c'est l'émergence du hooliganisme tel qu'on le connaît. Supporters, bagarreurs, fascistes. Les comportements de certains individus dans les stades laissent perplexes. Et le foot dans tout cela. Les affrontements n'ont parfois aucun rapport avec la rencontre sportive. Ce ne sont même plus des bagarres entre supporters de camps adverses. Cela devient véritablement de la violence urbaine, avec des déploiements importants de forces de police à chaque match. Une question se pose alors. Les hooligans sont-ils réellement des supporters? D'abord, les hooligans sont bien des supporters, contrairement à ce que plein de gens voudraient nous faire croire. Ce ne sont pas des gens extérieurs au football. Ce sont des gens passionnés par un sport, qui, dans la quasi-totalité des cas, appartiennent à des groupes de supporters. Et on peut faire une remarque simple, c'est que les plus grands groupes de supporters et les groupes les plus violents en termes de hooliganisme sont toujours sur des clubs qui ont marqué l'espace sportif en France ou en Europe. C'est-à-dire que les grands groupes hooligans en Angleterre sont ou étaient à Manchester, à Liverpool, etc. Les grands groupes hooligans ou de supporters en France étaient à Bordeaux, Saint-Étienne, Marseille, Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs lors d'une rencontre internationale au PSG, le 23 novembre 2006, aux abords du Parc des Princes, qu'a eu lieu l'un des drames les plus marquants de l'histoire du club. Un supporter, Julien Kemner, a été tué par une balle tirée par un policier seul et acculé face à une cinquantaine d'excités. Julien Kemner était un de ces supporters ultras qui montent en température lorsque les événements le permettent. Ce soir-là, Paris vient de perdre le match. Des provocations s'engagent alors entre supporters adverses. Un policier veut s'interposer. Les insultes et les claques fusent. Un coup de feu part. Les supporters du PSG ajoutent une pierre au mur de leur réputation. Et une tribune entière, la R2, la plus violente du virage Boulogne, est complètement fermée durant 2 mois par mesure préfectorale. À Paris, depuis les années 80 et la formation des premiers COP de la tribune Boulogne, puis au cours des années 90, avec la création des associations de supporters ultras, le club du Paris Saint-Germain a acquis une bien mauvaise réputation. Mais c'est surtout depuis un certain match PSG-Caen en 1993, au cours duquel un gendarme s'est littéralement fait lyncher par des supporters, que l'image violente du club est définitivement devenue réalité. C'est cette même année que la loi Alliot-Marie reconnaît que foot et violence sont étroitement liés. Traditionnellement, on dit le hooliganisme, c'est le Paris Saint-Germain. Alors c'est vrai que le Paris Saint-Germain connaît probablement les supporters les plus violents à une certaine époque. Il connaît surtout les plus politisés en France. Alors à Paris, on a deux virages différents de supporters. Traditionnellement, donc on les appelle Boulogne, une tribune blanche, au sens ethnique du terme, une tribune blanche avec une idéologie d'extrême droite. Ce qui ne veut pas dire que tous les supporters de la tribune Boulogne, et plus particulièrement de Boulogne Rouge, soient tous encartés dans des groupes ou sympathisants très proches de l'extrême droite. Donc, il y en a environ 300 à 500 qui sont vraiment porteurs d'une idéologie. Alors au Paris Saint-Germain, un petit peu comme à Marseille, il y a des oppositions. C'est-à-dire qu'en face, il y a la tribune Auteuil. C'est une tribune plus populaire, essentiellement grise et noire, si on devait faire la comparaison par rapport à cette tribune blanche. Donc il y a déjà une forte haine
ethnique, raciale entre les deux. D'un côté, une idéologie d'extrême droite réelle ou sous-jacente, et de l'autre, je dirais une idéologie un petit peu plus libertaire, mais sans accroche véritable, quoi. Donc, ils ont déjà toutes les bonnes raisons de se haïr. Et cette haine sociale entre les deux virages qui se font face au Parc des Princes va même atteindre son paroxysme durant la saison 2005-2006, avec des affrontements incessants à chaque match. En haut, les Bullen Boys, en bas, les Tigris Mystics, au milieu, les Stadiers, en rouge, qui ont remplacé les CRS dans les tribunes depuis 1993. Lors de cette saison, le football a disparu. Mais si l'opposition existe entre les supporters, ils savent néanmoins faire cause commune lorsque l'ennemi approche. Thierry le Marseillais se rappelle son premier déplacement dans la capitale. On est arrivé à Port-Saint-Cloud, on a été amené par des motards, et d'un coup il y avait bien 500 mecs de Boulogne, les mecs d'Auteuil, parce que là, quand il faut se battre contre un Marseillais, ils s'aiment. Il n'y a plus d'anti-facho ou d'anti-cité ou compagnie. Là, d'un coup, tout le monde se met dans le même assiette. Là. Et j'ai une image qui m'a marqué, qui m'a fait un peu peur, mais qui m'a donné un peu plus au risque, c'est voir ce policier qui a tombé sa moto, qui a sorti le revolver, qui a tiré. Parce qu'il a reçu un pare-choc de bagnole et une camion téléphonique après. Et là, on est arrivé derrière, on s'est fait un tiers le quart en 30 secondes, même pas, quoi. Et on est descendu et là, c'était chaud, quoi. Là, c'était vraiment... c'était chaud. Et ben, j'ai pris mes deux droites et puis j'ai assumé, quoi. Je me suis trouvé par terre et voilà, quoi. Puis dans cet acte-là, ce que j'ai bien aimé, c'est que le mec par terre, il m'a pas touché, quoi. Il m'a regardé et il a tapé mon pote à côté ou mon pote l'a tapé, quoi. J'ai morflé, mais je m'en souviens, quoi. Je m'en souviens de tout le temps, quoi. Pour éviter les débordements et les nuisances que produisent les bandes de supporters violents, la DOPC à Paris, mais aussi la police, dans toutes les villes footballistiques, suit maintenant tout un protocole de mise en sécurité du stade et de ses abords à chaque rencontre du club. 5 ou 6 forces de police ou de gendarmerie sont dépêchées sur place. Chaque force comprend 65 hommes. Au total, environ 500 CRS et gardes mobiles sont déployés. Pour les matchs à risque, comme ce soir, le match PSG à AEK Athènes, le patron de l'ordre public, le commissaire Philippe Justier, peut disposer jusqu'à 20 forces de police pour sécuriser le périmètre du stade. Et certains soirs de match, il déploie plus de 2000 hommes. Une situation peut dégénérer en quelques secondes, en quelques minutes. Et sans qu'on sache pourquoi, parce qu'il y en a 2 qui ont commencé à se battre dans une tribune, ceux de la tribune supérieure descendent, prennent parti contre l'autre, et vous vous retrouvez avec 200 ou 300 personnes sur la voie publique en 3 minutes, qui se battent sans qu'on sache plus vraiment qui se bat contre qui. Hein, c'est l'évolution rapide de ces situations, enfin ce risque en tout cas, qui exige vraiment qu'on soit vigilant en permanence. Hormis les incontournables uniformes présents en nombre autour du stade à Paris, la police a maintenant un atout majeur dans cette lutte acharnée, qui est engagée pour mettre fin à la violence dans le sport. Cet atout, ce sont les spotters, des physionomistes de la cellule foot des renseignements généraux, spécialisés dans l'infiltration des supporters à risque de la capitale. Ils se déplacent à chaque match du PSG et scrutent les comportements du public. Pour le match de ce soir contre Athènes, ils vont d'abord repérer les supporters grecs dans Paris, afin d'anticiper d'éventuels affrontements avec les supporters parisiens. Bon, allez, on commence. Pour ce qui est de ce soir, bon, a priori, le profil est celui qu'on avait envisagé, à savoir que les nôtres vont essayer de rencontrer les Original 21, donc les ultras locaux. Si possible, ils espèrent la présence de Marseillais. Alors, les secteurs privilégiés seront ceux que l'on a ciblés, Troca, Opéra, Champs-Élysées et Tour Eiffel. Il faut savoir qu'il y a de la provocation de part et d'autre. Et partant de là, il peut y avoir un contact, notamment du côté des jeunes du COP. Donc voilà, on va y aller. N'oubliez pas votre brassard et vos radios. C'est bon, on y va ?
GG parti. Les intentions que Jacques, le chef des spotters, a données sont claires. Localiser la proie pour trouver le prédateur. Le but étant pour nous de voir les supporters ultra grecs pour rester avec eux, quoi, pour surveiller leurs faits et gestes, sachant que c'est eux qui intéressent les supporters du PSG. Les supporters parisiens viendront directement sur eux. Hein, Thibaut ? Ouais. L'arme des renseignements généraux est la communication. Jacques et Timur, tout comme leurs collègues, sont équipés de talkie-walkie et de plusieurs téléphones portables. Ils vont se disperser dans Paris et communiquer entre eux, mais aussi avec la DOPC et le commissaire Justier, afin d'anticiper le moindre problème. Pour les suivre dans leur mission d'infiltration et pour leur sécurité, une caméra cachée a été utilisée. Allô ? Ouais. Je suis parti, ouais. Ah, ils sont là, les Athéniens ? Et ils sont comment ? C'est l'Ultra Plus ? Bon, on va aller jeter un œil, on va aller voir un petit peu ce que c'est. Un groupe de supporters grecs a été repéré dans le quartier de la Huchette, en plein cœur de Paris. Les spotters veulent savoir à quoi ils ressemblent et quelles sont leurs intentions. Et ils sont dans quel coin ? C'est là, non ? Ouais, c'est ceux-là ? Jacques et ses hommes vont arpenter Paris tout l'après-midi. Ouais, ouais. Les sens en éveil, ils sont en contact permanent entre eux et avec le commandement. Rien ne doit leur échapper. Attends. Puis, il y en a là-bas, non ? Ouais. Tu leur demandes où est-ce qu'ils ont des places ? Ouais ? You in F, Tuben ? F. Un des policiers demande aux Grecs s'ils ont bien des places pour le match de ce soir et dans quelle tribune, afin de savoir si tout est OK. Ouais, c'est bon, c'est OK. Ouais, c'est OK. Ouais, c'est bon, c'est OK. Ceux-là n'ont pas l'air très virulents. Bacchus de 50. Oui, donc nous avons pris contact avec un groupe de supporters de l'AEK Athènes là, qui viennent de Londres. Donc ils sont au niveau du bar Le Petit Pont. Pas de problème avec eux, hein. Ils sont 5-6. Ils ont un ticket en tribune classique, à savoir tribune F. Et il n'y a pas de problème, c'est de l'ultra classique, pas de problème. Jacques et ses hommes sentent les ambiances d'avant-match. De bons indicateurs pour la soirée. Bon, on voit un petit peu l'état des supporters qui arrivent, s'ils ne sont pas trop imprégnés au niveau alcoolique, oui. Et leur état d'esprit. Les trajets sont propices. Parce qu'ils ont quand même une caractéristique, c'est qu'ils consomment quand même tous beaucoup d'alcool. Ceux qui montent là, ouais. Les deux là, 3, 4. Ouais. Un peu plus loin sur les Champs-Élysées. Ah, c'est quoi ça ? À part celui qui a la capuche, mais les autres. C'est pour vous dire, bon, moi je suis toujours sur le secteur Tour Eiffel, bon, c'est extrêmement calme. Par contre, les premiers gars de chez moi qui sont sur le parc me disent que les gars du COP sont à la recherche des Grecs, hein, sur le secteur du parc. Hein. Il y a déjà sur le Murat notamment. Pendant ce temps-là, dans la bulle de commandement, le commissaire Justier est en contact avec Jacques. Il constate avec ses caméras extérieures que les supporters grecs commencent à arriver en ordre dispersé aux abords du stade. Une autre information circule. Des supporters parisiens indépendants rôdent également dans les mêmes parages. On a 17 ans de face, il a bien suivi. Oui, pareil. Peut-être trop, je vous annonce l'arrivée en cortège escorté par les collègues des supporters grecs. Donc à ce moment-là, ils sont au niveau du carrefour qui est la place de la Poste Moniteur reçu. Les policiers sont inquiets, car les indépendants sont souvent des bagarreurs, et avec la nuit, un guet-apens est toujours possible. Ils vont peut-être être plus partis sur le trajet. Regarde là. V2-3, 38. Ouais, bah là, il y a les indep. Bah, ils sont tous là. Les indep, ce sont les indépendants qui, comme leur nom l'indique, ne font partie d'aucune association. Ils se regroupent de façon informelle, ils aiment bien l'ombre et ne portent pas les couleurs du club. Parce que sur les cafés là-haut, comme s'il y a les Mouge Métro, ils sont sur ce café là-bas ? Ils étaient devant les deux cafés. Il ne faudrait pas qu'il y ait des Grecs qui passent là, quoi. Parce que là, ils sont dans la nasse, hein, ils sont pris en sandwich. On va traverser, on verra bien.
Un attroupement d'indépendants intrigue Jacques. Il veut les voir de plus près, les sentir. Il en connaît beaucoup et peut deviner leurs intentions du moment. Ceux-là n'ont pas l'air d'être en chasse, mais souvent, ils se déplacent en petits groupes. C'est les Grecs, ça. Ouais. Z3 de ça. Oui, c'est Z3, c'est pour vous dire qu'arrivée de supporters grecs isolés, qui a priori ont dû être pris à partie par des Parisiens. Hein. Et les Parisiens sont au bout, là. Voilà, donc... Un petit groupe d'indépendants a cherché apparemment le contact avec les Grecs, de l'autre côté du boulevard. Pouvez-vous préciser le nombre de supporters grecs concernés? Ouais, c'est un petit groupe d'une quinzaine, là. C'est un petit groupe... Oh, s'il vous plaît. Oui, il y a des gendarmes qui sont là. Il y a possibilité de les prendre en compte? Parce qu'il y a les nôtres qui tournent autour. Hein. Jacques veut faire escorter les visiteurs jusqu'au stade. Ça, c'est les indép. Ouais, ils sont là, au coin. Les indépendants, expliquent les RG, sont un cran au-dessus dans la hiérarchie du supporterisme violent. Donc notre travail, c'est ça, c'est de les repérer, faire en sorte qu'ils arrivent sans problème à leur tribune. Bon, c'est bon, là, il y a une vague qui s'en va, là. C'est bon, parce que là, je te dis, ça a commencé à grenouiller. Hein. Et je leur ai dit qu'ils étaient sous la porte, ouais. Là, comme ça, ils vont pouvoir les... D'accord. Les Grecs sont finalement entrés sans dommage dans le Parc des Princes. Après la palpation réglementaire, les spectateurs emplissent rapidement le stade. Le travail des spotters va maintenant consister à se glisser au milieu des tribunes, parmi les supporters les plus agités des deux virages parisiens. Ah ouais, c'est vrai. Après un rapide coup d'œil vers les turbulents de la tribune Boulogne, qu'il connaît bien, Jacques se rend en face, tribune Auteuil. Avec Timur, généralement ils se partagent le stade. Côté Boulogne pour Jacques et côté Auteuil pour Timur. On va aller voir les Grecs. On va aller voir un peu ce qu'il y a. Les spotters passent ainsi les matchs en immersion dans les différentes tribunes, en remplissant leur rôle de physionomistes. Ils doivent prévenir la violence en la décelant le plus tôt possible dans les gradins. Z3 de 50. Jacques est prévenu par la vidéosurveillance qu'il y a un problème, tribune Auteuil. À la mi-temps, il envoie Timur. Un groupe de la tribune Boulogne s'est invité dans le virage Auteuil. C'est une provocation qui peut très vite dégénérer, vu la haine entre les deux groupes. Les spotters parlent alors aux provocateurs pour leur dire qu'ils sont repérés et qu'ils ont tout intérêt à regagner leur tribune au plus vite. On préfère anticiper, voir les gens, discuter, voir qu'on est là, qu'on peut éventuellement régler des soucis quand il y en a en tribune entre individus, plutôt que de devoir intervenir une fois que le problème est déclaré. On anticipe, on se montre, on discute, ça crée le contact et puis ça permet de gérer après sur le long terme. C'est ça le but. Les indépendants ne feront rien dégénérer et le match se termine sans accroc. La sortie du stade est calme. Mission accomplie pour les spotters. Les hooligans parisiens sont restés dans l'ombre. Il est jaloux parce que ces derniers temps, il se passe tellement rien sur Boulogne qu'il vient toujours sur Auteuil pour voir ce qui se passe. Le phénomène du hooliganisme s'est étendu à la planète entière depuis son apparition dans les pays anglo-saxons. Des pays comme la Hollande ou l'Allemagne connaissent des dérives fascistes. L'Italie est confrontée aux débordements violents et politiques de ses ultras. L'Argentine, la Pologne et la Russie voient des hordes de plusieurs centaines de hooligans déferler dans leurs villes. Mais l'Angleterre reste le pays numéro 1 en matière de violence. Les hooligans anglais ont écumé l'Europe entière pour en découdre avec leurs homologues continentaux. Une hiérarchie s'est installée et ils en sont au sommet. L'Angleterre a quelque chose de particulier, on pourrait citer plein de clubs.
On pourrait citer Millwall, on pourrait citer parmi les clubs qui ont regroupé des hooligans les plus violents, Millwall, Manchester, Liverpool, etc. Finalement, l'Angleterre a une particularité, c'est que sur la seule agglomération londonienne, il n'y a que 3 ou 4 ans de ça, il y avait 14 clubs en première et seconde division. Autrement dit, non seulement il y avait des oppositions culturelles, des oppositions ethniques, des oppositions de quartier, mais également c'est facile d'aller chez l'autre. Cette culture, ils l'ont donc exportée, avec pour point d'orgue la tragédie du stade du Heysel, en Belgique, en 1985. Les supporters anglais de Liverpool ont chargé les Italiens de la Juventus de Turin. Bilan de la panique générée par les Anglais, 39 morts, tous italiens. Il y a quand même une page d'histoire dans le Heysel, quoi. Ça s'oubliera jamais. On l'a vu il y a 3 ans en arrière, en Coupe d'Europe, Juventus-Liverpool, ils se sont pas embrassés, hein. Les supporters se sont tapés. Hein. Ça a tapé. Hein. Personne n'oubliera, on n'oubliera jamais ça. On ne pourra jamais faire un match sans grillage, sans steward, sans flic pour un Juventus-Liverpool. Il faut arrêter de se mettre dans la tête. Tout ça, c'est impossible. C'est une chose qui est dans le cerveau et ça partira jamais, quoi. Et si vous aimez Liverpool, que vous n'aimez pas la Juve, et que vous êtes dans un groupe de Pierre-Paul et Jacques, vous devez vous battre contre la Juve. C'est comme ça, en fait. En 1998, à Marseille, lors de la Coupe du Monde, se dispute le match Angleterre-Tunisie. Les hooligans anglais, venus en nombre, sèment la terreur. Thierry était là. Ce jour-là, à Marseille, tout le monde était solidaire. Ça veut dire que c'était le prendre l'envahisseur, le foot d'horreur, quoi. On a tout fait péter, quoi. C'est vrai, c'était l'acharnement, à 50 contre 1, mais attendez, les mecs, il faut 5 kilos, quoi. Et puis bon, il faut arrêter de dire que l'histoire elle est partie d'une histoire d'un drapeau brûlé, que c'est totalement faux, quoi. On savait qu'au milieu des Anglais, il y avait les mecs de Chelsea, Milloy, Astam, les mecs d'Arsenal, de Manchester, on savait qu'il y avait les mecs de Paris, il y avait des Lyonnais, il y avait des Lillois, et puis on le savait, quoi, ça allait taper, quoi. Ça a duré 2 jours, quoi. Vous arrivez, et puis coup de canette, coup de chaise, coup de table, coup de poing dans la figure. C'est même plus du hooliganisme, c'est du urbanisme. C'est du urbanisme mondial, ça. C'est acharnement, même pas tu calcules que les flics vont t'attraper, même pas tu calcules si tu vas tuer un mec ou quoi. C'est vraiment la mort de chez mort, quoi. Et puis en même temps, tu te dis, tu te souviendras que tu étais anglais, tu étais hooligan, tu venais à Marseille, tu t'es fait crever, tu es parti la tête basse. Et je sais qu'ils s'en souviennent tous. C'est ce qu'ils ont morflé, quoi. Depuis, la police essaye de prévoir et d'anticiper les déplacements de ces bandes violentes à travers toute l'Europe. Le Point National Information Football, le PNIF, est une entité européenne dont l'antenne française a été créée en 2003. Sa mission, échanger des informations avec leurs homologues des pays voisins. Jean Hayet et Sylvain Huzac collectent des données sur les supporters étrangers et leurs habitudes. Ils analysent aussi les phénomènes d'alliance afin de prévenir les éventuels débordements lors de déplacements. Globalement, on sait que certains groupes de supporters affectionnent de venir épauler leurs homologues d'une autre ville. Ça, c'est quelque chose qui se fait tant au niveau national qu'au niveau européen. On sait qu'on a des clubs de l'Est, Strasbourg ou Nancy, qui ont des accords très forts avec des groupes ultra allemands. Et quand on a un club lorrain qui va affronter une équipe italienne, on est quasiment sûr de retrouver dans les tribunes en Italie des Allemands venus épauler les Lorrains, mais également des Espagnols qui seront venus épauler les Italiens. Ça, c'est quelque chose de tout à fait vrai. Ces renseignements permettent à la police française de mieux sécuriser les matchs internationaux et leur flux de supporters potentiellement dangereux. C'est tout l'intérêt du réseau de coopération européen entre les points nationaux. Parce que justement, quand on nous annonce la venue de supporters étrangers, on se fie, nous, à l'appréciation que va en avoir le correspondant local. Hein, parce que lui, justement, il a la vision de son phénomène. Il dit, attention, là, ils viennent... pour parler vulgairement, il ne faudra pas les chercher. Ou alors, ils viennent pour se battre. Donc, c'est eux qui savent ça. Nous, on peut pas l'anticiper, ça. Vous m'a expliqué, donc c'est bon. D'accord. Donc, juste la modif là.
Pour la prochaine journée de championnat, le PNIF a été prévenu par ses homologues hollandais que des supporters à risque de la ville d'Utrecht allaient se déplacer à Sedan pour le match Sedan-PSG. L'inquiétude règne car les Hollandais de la ville d'Utrecht ont mauvaise réputation et beaucoup sont interdits de stade dans leur ville. Ça plus nos amis d'Utrecht. Ouais. Donc, bon, à suivre. J'ai eu mes chaises ce matin de Sedan. Hein. Combien de Hollandais déjà? Entre 120 et 150. On a déjà l'assurance d'un bus de 90 mecs. Hein. Un bus? Ouais, ça c'est facile à prendre en compte. Disons que c'est bien qu'ils arrivent tous ensemble. Quoi. Sylvain Huzac prévient alors les spotters des renseignements généraux qui vont suivre les supporters parisiens en déplacement à Sedan. Alors on ne sait pas bien, hein. Au départ c'était pour commémorer le décès d'un joueur français qui jouait chez eux. Ils profitent de certains déplacements et notamment Sedan puisqu'il a joué à Sedan. On n'a pas d'éléments précis qui laissent à penser que c'est un match ou un déplacement qui va dégénérer, mais là on se retrouve avec une configuration et un certain nombre d'ingrédients qui laissent au contraire à penser qu'il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux et s'y intéresser. La venue des supporters hollandais d'Utrecht à Sedan est prise au sérieux. L'information a circulé en Europe, puis en France. On va déjà faire une physio normale, voir où sont les nôtres, et puis après aller... Jacques et ses spotters ont fait le voyage de Paris pour suivre les supporters du PSG. L'objectif, localiser les uns et les autres dans Sedan, avant le match, afin de pouvoir faire réagir rapidement les forces de police, si nécessaire. D'accord, ouais. Nous on arrive en centre-ville. Donc on a fait un tour au commissariat, on s'est calé avec le DDSP et le commandant, donc c'est bon là. D'accord, bah nous on va pas être, on va te rejoindre, on devrait être là d'ici 5-10 minutes. Sur place, ils rejoignent Philippe, leur collègue des renseignements généraux locaux, pour prendre des informations sur les Hollandais. T'es au courant pour les Hollandais? Il y a des voitures déjà, ils en ont retrouvé combien? Une dizaine? Donc ça veut dire que tu te retrouves avec une centaine. Les Hollandais, ils vont faire une halte, là, ils vont picoler. Ouais, mais le centre, ici, les cafés, c'est où? Lesquels? On remonte un peu, là, c'est 200 mètres à gauche. Mais toi, tu les as déjà vus, les gars d'Utrecht, ou pas? Ouais, c'est l'histoire de Di Tommaso. Ouais. Ils ont scellé une espèce de pacte, une alliance, là. Et depuis, bon, à chaque fois, il y a une espèce de convention, quoi. Ils viennent ici pour supporter ces SSA, quoi, entre guillemets, parce que... Ouais, en fait, pour eux, c'est une bouffée d'oxygène, parce qu'apparemment, on a eu le télégramme, il y a pas mal d'interdits de stade. Pour eux, c'est une manière de retourner au stade, quoi. Les premiers Parisiens arrivent. Il va falloir les surveiller et savoir quel type de supporters sont là. Bonjour. La majorité des troupes parisiennes se déplacent en bus et sera parquée au stade. Une autre partie est dispersée dans la ville. Jacques et ses 3 collègues vont se séparer et arpenter la ville, ses bars, ses ruelles. Il est encore tôt. Il attend des nouvelles des Hollandais. Paris, ça. La nouvelle tombe enfin. Les Hollandais sont entrés dans Sedan. Ils ont été vus en ville. Ouais, d'accord. Ils sont comment? C'est des biens? C'est des vrais? C'est du lourd. Ouais, d'accord. Bon, t'as vu que les Hollandais sont en train de sauter tous les barrages. Ils les contournent tous. Donc j'ai l'impression qu'on va plutôt s'amuser grâce aux Hollandais qu'aux Parisiens. Jacques est impatient de voir à quoi il ressemble. Là, on va aller... apparemment, il y a déjà un groupe d'une trentaine, entre 20 et 30 qui tournent, on va aller sur eux. Ça y est, les Hollandais sont là devant Jacques, une bonne centaine. Il veut alors les voir de près. Ah non, c'est pas les Parisiens, ça, pas vraiment. Bonjour, bonjour. Parmi la centaine de hooligans présents, Jacques cherche à reconnaître le chef, car tout partira de lui. Pas franchement accueillant, les Hollandais sont néanmoins habitués aux spotters, car c'est un pays pionnier en la matière. C'est pas vraiment une autre. Hein? Pour Jacques, aucun doute. Les hommes présents ici n'ont qu'un seul but, se battre avec les Parisiens. Oh, faut pas rester... Ah, de toute façon, on va se poser
Je crois que ça, c'est des vrais. Hein. La première urgence est de prévenir les supporters parisiens du danger. Quoi? Ça va? Il y en a un qui est gris. Ouais, il est bon, ouais, mais ne cherchez pas le contact aujourd'hui parce que là, c'est pas bon. Ouais, c'est pas en nombre aujourd'hui. Ouais. Ok, merci messieurs. Pas de problème, chef. Mais Jacques rappelle ses troupes. Aux alentours du bar des Hollandais, il y a eu un problème. Un supporter parisien se serait fait frapper par certains d'entre eux. C'est Philippe qui l'a prévenu. Ils ont couru, donc ils sont passés derrière, toi, le parking qui est derrière, là, et donc parti tout droit. Et le fight a eu lieu sur le parking. Il y a un Parisien qui s'est pris une tête. Ah oui, ils ont dû les repérer. Parce que moi j'étais dans le café, c'est des fous là-dedans. Oui, ils sont fous. Voilà, ils téléphonaient sans arrêt, quoi. Puis à un moment, je les ai vus sortir tranquilles. Ils sont là, et ils sont partis en courant sur l'arrière. Et ceux-là, là, à la fin du match, là, s'ils reprennent pas le bus et s'ils partent par groupe de 10 dans la ville, ils vous mettent tout à feu à sang. Mais oui, il faut le bloquer. Sur le parking derrière le bar, les Parisiens qui arrivent en ordre dispersé se font agresser par des petits groupes de Hollandais. Jacques veut aller jeter un coup d'œil. T'as regardé s'il y avait du monde derrière? Le rôle de Jacques et des spotters est de surveiller, mais aussi de veiller sur les supporters parisiens. Ouais, à l'extérieur du stade, ouais. Ils cherchent les supporters parisiens et ils leur cassent la gueule. Voilà, mais ça, apparemment. Voilà. Boum, regarde, boum! It's not hooligan! Alors, you go out! Des Hollandais viennent d'agresser un jeune Parisien, mais la présence des deux policiers les a fait reculer. Ah, c'est quoi ça? Non, mais c'est Utrecht. Ouais, c'est des Hollandais, ça. Qui veulent taper du Parisien. Ouais, ils sont là. Ouais, ils sont là. Ils sont là, ils sont là-bas. Ouais. Ouais, bon, toi, c'est... Ils sont frappés devant nous, on est remonté dans la voiture. Ouais. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous regrouper et on va demander une escorte parce que... Moi, c'est au bout de la rue, là-bas, tu remontes, t'es près du pont. Et donc, il y a 5 Parisiens, ils descendaient de leur bagnole, ils sont pris... donc, il y en a un qui s'est fait tirer son portefeuille et puis son blouson. Vous pouvez prendre votre sac et on fait un convoi général. Avec Philippe, les spotters organisent un convoi pour protéger les supporters du PSG jusqu'au stade, car il y a aussi des femmes et des enfants. Quand soudain... Regarde. Oh! Histoire hooligan, alors tu dégages. Quoi? Vas-y. Oh! Histoire hooligan, alors you go! Matraque à la main, Jacques s'interpose et tente d'expliquer aux Hollandais que les Parisiens présents ne sont pas des hooligans. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le face-à-face semble inévitable. Mais grâce aux spotters, les Parisiens échappent aux hooligans hollandais. Non, c'est lui le chef, c'est lui qui... Oh! Leur chef, lucide, ne veut pas d'ennui avec la police française. Non, c'est bon. Mais pendant que Jacques s'activait en ville, le gros de la troupe des hooligans est entré dans le stade en forçant les contrôles et les palpations. Ah, ils ont déchiré les stewards, ah ouais, d'accord. Bon, ben c'est... Ouais, d'accord. Des poètes, d'accord. À mon avis, je sais pas comment est fait le stade, si les coursives sont pas sectorisées, on risque de les voir à la mi-temps faire le tour en direction des Parisiens. Mais Jacques est prévenu que ça chauffe déjà dans les tribunes. Les Hollandais n'ont pas attendu la mi-temps pour s'activer. Oh ben, il y a les Hollandais. Et voilà. Les hooligans hollandais ont traversé toutes les travées du stade pour venir jusqu'à la tribune des Parisiens. Ils sont là, juste de l'autre côté du grillage, pour essayer d'entrer en contact. Pardon, sortez. Oh. Paris, reculez. Allez, recule. Dis aux gars, poussez là-bas. Poussez-vous là-bas. Les ultras et les indépendants parisiens ne refluent pas, bien au contraire, toujours prêts à en découdre. Jacques se jette dans la mêlée pour essayer de les calmer et de les faire reculer. Vous allez être emmerdés.
Pendant plus de 20 minutes, Hollandais et Parisiens de part et d'autre du grillage vont chercher le contact. Pendant ce temps-là, le match se poursuit. Le spectacle sur la pelouse ne les intéresse visiblement pas. Faites reculer au moins les femmes et les enfants. Ouais, il n'y a pas moyen de vider les mecs d'Utrecht. La gendarmerie intervient enfin. CRS, il y a les CRS. Il n'y a que deux stewards. Il faut virer de l'autre côté. Ouais, mais pourquoi on les envoie en tribune parisienne alors que ceux qui tapent sont de l'autre côté? Mais pourquoi ils... Dans un premier temps, les forces de l'ordre interviennent côté parisien, puis enfin côté hollandais. Les hooligans hollandais sont alors chassés de la tribune. Ce soir, les stadiers ont encore payé de leur personne. De leur côté, les Parisiens ulcérés auraient bien aimé chasser eux-mêmes les agresseurs. Moi, je vous dis, le fond de ma pensée, j'aurais préféré que la grille tombe. Parce qu'on vous aurait réglé le problème des Hollandais qui étaient de l'autre côté. Bon, les mecs, ils sont partis en courant. Attends, c'est pas le steward? Non. Il est touché à la jambe. Bilan de cette belle soirée de football, 4 blessés. Les Hollandais, encadrés et regroupés par les gardes mobiles dans les coursives du stade, ont été raccompagnés à leur bus sous bonne escorte. Ils repartent chez eux sans même avoir vu le match. Les Parisiens, eux, vont maintenant pouvoir supporter leur équipe. Pour Jacques, la démonstration des Hollandais d'Utrecht prouve bien que le football n'est qu'un prétexte à ces déchaînements de violence. Ce soir, avec l'aide des forces policières, il a évité l'affrontement entre les deux camps. Ce combat, Jacques et ses spotters le maîtrisent plutôt bien lorsqu'il se déroule dans un stade. Mais une nouvelle forme de violence se développe, plus difficile à maîtriser. Ce sont les fights, des bagarres organisées entre hooligans qui se déroulent loin des tribunes et des policiers qui les surveillent. Ça se trouve en Pologne. Donc ce sont deux groupes antagonistes qui ont décidé justement d'organiser un fight et voilà, on les voit donc en découdre. C'est vrai qu'en Pologne, la violence commence à être de plus en plus visible. Donc en plus de ça, on a des gens qui sont, comme vous le voyez, sont relativement sportifs et gaillards. On peut avoir des fights à 10 contre 10. C'est arrivé, je crois, une fois, il y a eu un Sochaux au Cerf, 10 contre 10. Comme on peut avoir un fight à 50 contre 50, un 100 contre 100. Il est évident qu'un 100 contre 100, ça ne concerne que le haut du panier, que des équipes ou des villes où il y a une culture de la violence qui est bien ancrée, qui est déjà bien assise. Des moyens policiers importants sont mis en œuvre pour endiguer les débordements des 3000 hooligans recensés en France. Mais ce mal n'est-il pas social, comme un reflet ou une facette de notre monde? Pour les hooligans, le seul moyen d'exister passe par la violence. On pourrait le comparer aux affrontements entre bandes de jeunes, dans les banlieues, etc. C'est le même fonctionnement social. Il y a des groupes identifiés qui s'opposent pour des notions de territoire, pour des notions de visibilité, pour des notions de réussite. Là-dedans, il y a cette construction de l'identité individuelle et de l'identité collective à travers la virilité et la masculinité. Et oui, c'est là que le regard est autre chose, parce qu'on parle de vous dans la semaine sans que vous le saviez, puis d'un coup vous arrivez, vous avez un mec que vous ne connaissez pas dans la live, il fait tiens, mais Arsène il arrive. Quand ça me dit ce que tu as fait, Quelque part, c'est une existence. Ce que je recherchais, moi, c'est une existence, quoi.
Face à de telles motivations, la politique répressive actuelle ne semble pas assez dissuasive. Du coup, un nouvel arsenal juridique se met en place. L'idée est de désolidariser les clubs de football des agissements illégaux de leurs supporters. Les arènes ne pourront plus alors être le lieu où la haine s'exprime en toute impunité.